Bonjour et bienvenue à cette présentation qui va vous expliquer le lien entre le sucre et le cancer. Donc, pourquoi le sucre augmente le risque de cancer? On va commencer avec des cellules. Voici une cellule normale. Et voici, ici, une cellule cancéreuse. En dehors de leur aspect, qu'est-ce qui les différencie vraiment? D'une part, les cellules cancéreuses ne respectent pas les autres cellules et vont envahir partout tout le tissu autour d'eux, sans tenir compte de ce qui les entoure. Et non seulement elles ne peuvent utiliser que le sucre comme source d'énergie, elles ne l'utilisent pas de la même manière que les cellules normales. Et ces différences vont expliquer pourquoi le sucre va favoriser le cancer. Alors, voyons pourquoi. Dans toutes les cellules, le sucre est transporté activement par une protéine qu'on retrouve ici. Et cette protéine va transporter tous les nutriments, soit le sucre ou les gras. Alors ici, vous avez un glucose qui va être transporté activement à l'intérieur de la cellule pour se retrouver ici à l'intérieur. La membrane de la cellule étant formée de gras et de phosphate et de protéines. Jusque-là, il n'y a aucune différence entre les cellules normales et les cellules cancéreuses. Dans une cellule normale, il va y avoir deux modes de production d'énergie. Une fois que le glucose est à l'intérieur de la cellule, il y a un premier mode, une espèce de préchauffage, qu'on appelle la glycolyse, ici. Et ce préchauffage-là, c'est un peu comme les petites chaufferettes auxiliaires que les gens vont mettre dans leur maison. Ça chauffe un peu, c'est pas très efficace, ça produit un peu d'énergie. La glycolyse va produire un peu d'énergie et du glucose, le glucose va se transformer en pyruvate ici et avoir un effet secondaire, un produit secondaire, un déchet qu'on appelle le lactate. Ce lactate, c'est celui qui va vous donner des douleurs musculaires lorsque vous faites un gros effort. À partir du moment où vous avez atteint l'étape du pyruvate, à ce moment-là, les mitochondries, qui sont les centrales d'énergie du corps, par rapport à l'analogie qu'on donnait tantôt avec la petite chaufferette, il s'agit d'une grosse chaufferette extrêmement performante qui va produire énormément d'énergie. Il y a un phénomène différent dans 60 à 90% des cellules cancéreuses. Et ce qu'on va noter, c'est que ces cellules cancéreuses-là vont utiliser le phénomène de la glycolyse, la pré-production d'énergie, de façon extrêmement importante. Un peu comme si elles avaient complètement oublié qu'elles pouvaient fonctionner avec une énergie beaucoup plus efficace, une production d'énergie beaucoup plus efficace. Donc il va y avoir, parce qu'on utilise énormément la glycolyse, production d'énergie, mais aussi production d'une grande quantité de lactate. Encore là, le déchet qui va donner des douleurs. Et évidemment, même si on arrive au pyruvate, et même si on est en présence d'oxygène, parce que les mitochondries, normalement, ne peuvent fonctionner qu'en présence abondante d'oxygène, alors même s'il y en a, la mitochondrie ne produira pas cette énergie-là dans les cellules cancéreuses, et il y a là une immense différence avec les cellules normales. Maintenant, il n'y a pas seulement d'énergie avec les cellules. Toutes les cellules doivent se multiplier. Et elles vont utiliser le sucre pour fabriquer du matériel génétique, de l'ADN et du gras. Donc, le glucose est transporté activement ici, et au travers d'un phénomène complexe, on finit avec la fabrication d'ADN et de gras, qui va favoriser la croissance cellulaire. Évidemment, toutes les cellules, autant les cellules normales que les cellules cancéreuses qui ici entourent une pauvre cellule normale toute seule, toutes ces cellules-là vont l'utiliser, ce mécanisme-là, et les cellules cancéreuses beaucoup plus que toutes les autres. Maintenant, les cellules, y compris les cellules cancéreuses, ne fonctionnent pas en vase clos. Elles vont répondre à toutes les hormones du corps, à plusieurs hormones du corps, et notamment, elles vont répondre à l'insuline. Alors, il y a des récepteurs spécifiques pour l'insuline, on en a un qui est illustré ici, qui se trouve à la surface de toutes les cellules. L'insuline vient se fixer à la surface des cellules, et là, il y a un phénomène intéressant.
il va y avoir accélération et augmentation de tous les phénomènes dont on a parlé tantôt. Donc, augmentation du phénomène de l'utilisation de la glycolyse, diminution de la fonction des mitochondries et augmentation de la fabrication d'ADN et de gras pour la croissance des cellules. Donc, ça peut être un gros problème. Il est donc essentiel de savoir ce qui va faire augmenter les niveaux d'insuline dans le corps. Mais la première question à se poser, c'est quoi la glycémie idéale? Alors, si on commence avec un adulte moyen, il a un volume sanguin de 6 ou 7 litres de sang. Et la glycémie idéale, c'est 1 g de sucre par litre de sang, ce qui correspond à plus ou moins une cuillerée à thé de sucre en circulation par litre de sang. Seulement une cuillerée à thé. Lorsqu'un aliment augmente ce taux, que ce soit un sucre ou un féculent, le corps va sécréter de l'insuline pour ramener ce niveau-là à la valeur d'une cuillerée à thé. Donc, tout ce qui fait augmenter le sucre dans le sang, que ce soit les boissons gazeuses, les féculents dans les fast-foods qu'on retrouve ici, ou même les jus de fruits, qui sont très différents des fruits ordinaires parce qu'ils n'ont plus aucune fibre, ça va augmenter le niveau de sucre et ça va amener une sécrétion importante d'insuline. Et si on regarde la réponse de l'insuline aux 3 macronutriments, c'est-à-dire les glucides c'est le sucre et tous les féculents. Et les féculents, ce sont toutes les pâtes, le pain, les patates et le riz. Cette réponse-là aux glucides, elle est extrêmement importante, extrêmement rapide et relativement courte parce que la réponse d'insuline très grande fait que le sucre va baisser aussi très rapidement. Et on va voir ce qui va arriver avec ça. Les protéines vont provoquer une réaction moins importante, plus prolongée, et les gras, presque aucune réponse de l'insuline. Tout le monde a entendu parler de l'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est la capacité d'une substance à faire monter le sucre plus ou moins rapidement. On va parler d'indice glycémique bas, quand le sucre va monter à une vitesse raisonnable, ce qui va entraîner une montée plus raisonnable de l'insuline et évidemment une baisse plus tranquille du sucre sanguin. Et on ne passera jamais en dessous d'un certain seuil qui ferait rentrer le cerveau en panique. Mais si on a un indice glycémique élevé, il y a 2 phénomènes qui se produisent. Dans un premier temps, le sucre monte très rapidement et ici, le cerveau voit qu'on est très au-delà du 1 g par litre de sang. La cuillerée à thé, ça fait longtemps qu'elle est dépassée. Donc, il va y avoir une réponse importante de sécrétion d'insuline qui va faire que le sucre va aussi diminuer très rapidement. Et à cause de la réponse extrêmement importante, donc cette réponse-là va aller au-delà de ce qu'on voudrait normalement avoir et on va dépasser ce seuil. Et on va rentrer dans une zone en dessous du seuil, le numéro 2 ici, où le cerveau perçoit que le sucre dans le sang est très en dessous d'1 g par litre de sang. La cuillerée à thé, elle n'est plus là. Donc le cerveau perçoit ça comme étant « je vais mourir, il faut manger, il faut faire quelque chose » et il va encourager le corps à manger beaucoup d'aliments et surtout des glucides. Et on a ici le cercle vicieux de l'insuline et du glucose. On va manger des glucides, ce qui va entraîner une élévation du glucose, ce qui va entraîner une élévation de l'insuline. L'insuline va faire son travail et elle va aller fixer le glucose dans les cellules, dans le foie en glycogène et finalement dans les cellules adipeuses pour donner le petit bedon qu'on voit ici. Évidemment, tout ça va rapidement entraîner une baisse importante du glucose qui va donner une faim intense, qui va faire que le cerveau va demander au corps de manger plus de glucides et on va tourner en rond. Il y a un autre problème aussi avec l'insuline, c'est qu'elle n'agit pas seule. C'est une hormone maîtresse. En plus d'être l'hormone de stockage du gras, l'insuline contrôle 2 autres hormones qu'on appelle l'IGF-1 et l'IGF-PB3. L'IGF-1, elle va stimuler la croissance de toutes les cellules du corps, que ces cellules-là soient normales ou qu'elles soient cancéreuses.
Pour sa part, l'IGF-PB3, elle, va ordonner aux cellules cancéreuses, quand elle les rencontre, de s'autodétruire. Ce qui fait que si on regarde, consommation de glucides va entraîner une augmentation de l'insuline ici, et on va suivre le chemin de l'IGF-1 dans un premier temps. Augmentation de l'insuline amène une augmentation de l'IGF-1, qui amène une augmentation de la multiplication de toutes les cellules, y compris les cellules cancéreuses, si elles sont présentes, donc augmentation du risque de cancer. Et de l'autre côté, l'augmentation de l'insuline va amener une diminution importante de l'IGF-PB3 qui va apporter une diminution de l'autodestruction des cellules, donc des cellules cancéreuses, et par conséquent une augmentation du risque de cancer. Le but à viser, c'est donc de prévenir les pics de sucre qui sont associés à une alimentation traditionnelle qui est haute en glucides pour éviter la stimulation par l'insuline de la croissance et de la multiplication des cellules, qu'elles soient normales ou qu'elles soient cancéreuses. De fait, il faut baisser les glucides, tous les glucides. La démonstration clinique en a été faite. Plus bas est l'apport en glucides, meilleur est le contrôle du cancer, et on peut parler de stabilisation souvent, ou même de rémission. Un avantage de couper les glucides, c'est que cette façon de manger devient complémentaire à la chimiothérapie et à la radiothérapie conventionnelle, puisqu'une alimentation cétogène, c'est-à-dire très basse en glucides, va rendre beaucoup plus efficaces ces deux modalités de traitement. Je donne des références à la fin pour ceux qui sont intéressés. En résumé, une majorité de cellules cancéreuses utilisent seulement le glucose comme source d'énergie par un processus inefficace qui produit beaucoup de déchets, et les cellules normales peuvent utiliser d'autres sources d'énergie. Le glucose est aussi utilisé par les cellules pour fabriquer de la biomasse, pour que les cellules se multiplient elles-mêmes. Les taux sanguins de glucose et la vitesse avec laquelle ce glucose est absorbé influencent directement la sécrétion d'insuline. L'insuline se fixe à un récepteur sur la cellule, ce qui produit une cascade d'événements qui affectent et vont accélérer tous les processus dont on a parlé. Ce qui explique pourquoi on devrait être inquiet de l'apport en glucose dans des cas de cancer. Et si on peut conclure, on pourrait dire que l'alimentation basse en glucides va inquiéter plusieurs personnes en raison d'un contenu plus élevé en gras, plus faible en glucides et de l'impression souvent fausse d'un contenu trop faible en fibres. Les études qui vont comparer les alimentations basses en gras et hautes en glucides par rapport à basses en glucides et hautes en gras vont montrer que l'approche basse en glucides va apporter un meilleur profil de glucides, un meilleur contrôle du diabète, une perte de poids plus rapide et plus grande que l'approche inverse. Cette approche est aussi beaucoup plus facile à suivre, beaucoup plus goûteuse, et elle produit plus de suppression d'appétit en raison de la satiété qui est induite par le gras. Cette façon de manger est absolument sécuritaire. Elle semble exercer un effet protecteur du cancer en diminuant les taux d'insuline. Elle rend la chimiothérapie et la radiothérapie plus efficaces très souvent. Merci beaucoup de votre attention.